Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble de conversion client et je vais vous expliquer du coup comment faire en sorte de transformer un prospect froid, quelqu'un qui consulte vos contenus sans pour autant être votre client, en client régulier, donc un client qui achète souvent vos offres et qui est fidèle chez vous. En tant qu'entrepreneur, notre objectif, il faut pas l'oublier, en dehors de la création de contenu, en dehors du fait d'obtenir des abonnés, etc., c'est quand même de convertir un maximum de personnes en clients. Pour rappel, au niveau vocabulairique du terme, donc un prospect, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui a le potentiel de devenir un client. C'est un peu plus fort, on va dire, qu'un simple visiteur, un simple follower, etc. Alors qu'un client, c'est quelqu'un qui a acheté une offre chez nous. Du coup, comment on fait pour passer de l'un à l'autre ? Comment on fait pour convaincre les gens de devenir des prospects et ensuite de devenir des clients, puis ensuite de devenir des clients réguliers ? Il y a plusieurs étapes comme ça, et du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant dans ce podcast de partager avec vous 10 conseils qui vont vous permettre de transformer vos prospects en inscrits réguliers. Avant de commencer, je vous fais un petit rappel. Cette semaine, c'est la formation Majestic List qui est à l'honneur pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette formation. C'est une formation sur la mailing list où je vous explique comment passer de 0 à 1000 inscrits à votre mailing list. Pourquoi je vous parle de ça dans le cadre de la conversion client ? Parce que c'est très simple. En tant que web entrepreneur, notre liste email, finalement, c'est notre liste de prospects. Nos prospects, ce sont les personnes qui se sont inscrites à notre newsletter, d'où l'importance justement de prendre soin de cette liste et de l'installer correctement. Puisque, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, pour avoir des clients, il faut déjà avoir des prospects, d'où l'intérêt de cette formation. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez le lien bien entendu comme d'habitude dans la barre de description, et moi ici je vais vous donner 10 conseils pour commencer à entamer ce processus, commencer à donner envie, on va dire ça comme ça, à vos prospects, c'est-à-dire aux personnes qui sont inscrites sur votre liste, de devenir des clients réguliers. Déjà, premièrement, il va falloir envoyer du lourd, les gars. Envoyer du lourd avec le contenu gratuit. Il y a toujours des grands débats comme ça, j'ai l'impression, autour de la question, qu'est-ce qu'un contenu gratuit, qu'est-ce qu'un contenu payant, qu'est-ce qu'on met dans l'un, qu'est-ce qu'on met pas dans l'autre, etc. Moi, je suis un petit peu plus de cette école, j'ai envie de vous dire, où pour moi, il faut jamais avoir peur de trop donner. Plus on donne gratuitement, et plus derrière, on va recevoir en retour. C'est un petit peu le principe de réciprocité de Robert Cialdini. C'est un peu l'idée de, si on vous offre un cadeau à votre anniversaire, vous allez offrir un cadeau à cette personne-là, à son anniversaire aussi, parce que réciprocité. La réaction qu'on cherche quand on offre du contenu gratuit, quand on crée du contenu gratuit de grande qualité, où on donne beaucoup dedans, c'est la réaction que notre prospect va avoir avant de devenir un client, à savoir, waouh, mon Dieu, j'ai eu tout ça gratuitement, alors qu'est-ce que ça va être au moment où je vais investir ? Qu'est-ce que ça va être si jamais je prends l'offre payante ? Si vous arrivez à faire en sorte que vos prospects en arrivent à ce stade-là, à se dire, waouh, c'est tellement quali pour un truc gratuit, et ben forcément les gens auront beaucoup plus envie de vous rendre un petit peu de ce que vous leur avez donné et ils auront beaucoup moins de difficultés du coup à prendre vos offres payantes, qu'il s'agisse de produits, de coaching, etc. Ce phénomène, vous pouvez aussi peut-être le retrouver chez vous. Moi, je sais que c'est quelque chose que je retrouve chez moi. Les seuls contenus que j'ai achetés, etc., en général, c'était souvent des gens qui donnaient énormément de valeur gratuitement. Et du coup, derrière, quand on voit toute la valeur gratuite qui est offerte, on a forcément envie d'investir parce qu'on se dit forcément que le payant est supérieur au gratuit. Et souvent, c'est le cas parce qu'on a déjà un aperçu de la qualité générale de ce que la personne peut nous proposer. Et forcément, si on est déjà fan, plus ou moins, entre grosses guillemets, de ce qu'elle propose, alors le payant, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Plus votre contenu gratuit sera qualitatif, plus il y aura d'informations, plus ce sera actionnable, plus ce sera concret et plus ce sera facile pour vos prospects de devenir des clients. Ma deuxième astuce, c'est plus quelque chose qui va être un point de départ, on va dire ça comme ça. Ça va pas forcément transformer vos prospects en clients réguliers, mais ça va déjà transformer vos prospects en clients, ce qui est déjà un très très bon point de départ. J'appelle ça un petit peu les clients one shot pour commencer, et après on a le client régulier qui rachète régulièrement, à l'inverse du client one shot qui achète une seule fois. Donc déjà, bien entendu, c'est plus facile de passer de prospect à client one shot et de client one shot à client régulier. Donc là, c'est vraiment l'étape intermédiaire entre les deux. Et cette étape que je vous tease depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique dont je vous ai parlé il y a quelques podcasts de ça, c'est le fait de créer un micro-produit. Donc,
Pour rappel, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas entendu ou qui se souviennent pas forcément de ce que je disais à ce sujet, pour moi, le microproduit, c'est un produit qu'on va vendre entre 10 et 30 euros. Donc un produit pas très cher. Et comme c'est un produit pas très cher, forcément, il y a moins d'hésitation pour acheter. On hésite moins longtemps à acheter une formation, un mini-cours ou ce genre de choses à 10 euros qu'une formation à 100, 200, 1000 euros, bien entendu. Donc ça, en fait, ça va rendre le processus de transformation de prospect à client one-shot, encore une fois, ou même client régulier d'ailleurs, on y reviendra juste après, beaucoup plus facile parce que la personne va moins hésiter. Et une fois que la personne aura acheté votre microproduit, elle sera déjà cliente chez vous. Donc elle aura beaucoup moins de difficultés à passer un petit peu à l'étape supérieure et à prendre une offre un petit peu plus chère, un petit peu plus conséquente parce que elle aura déjà vu avec ce microproduit quelle qualité vous pouvez proposer en termes de produits gratuits. Et là encore une fois, il ne faudra pas avoir peur de trop donner parce que le microproduit, il sera là pour prouver aussi à vos clients que vous êtes quelqu'un de sérieux, pour montrer un petit peu votre technique d'apprentissage, votre pédagogie, etc. C'est l'idée de montrer un petit peu ce que vous avez dans le ventre et de cette manière-là, vous aurez beaucoup moins de difficultés à transformer les personnes qui vous ont acheté un microproduit en clients réguliers qui vous font confiance sur le long terme et qui rachètent plusieurs offres chez vous. Moi personnellement, c'est une technique que je n'utilise pas énormément, mais je l'utilise notamment sur 2 mini-cours que vous pouvez retrouver sur le blog. Il y en a un sur le fait d'attirer du trafic qualifié et un autre sur la rédaction d'articles optimisés SEO. Pour l'instant, c'est les 2 seuls que j'ai, je me suis pas beaucoup plus concentrée là-dessus. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'objectif de ces micro-produits, c'est pas de faire du chiffre, parce que vous vous en doutez, avec des produits aussi peu chers finalement, on enlève les charges, on enlève la TVA, l'URSSAF et compagnie, il reste plus grand-chose. Donc c'est pas avec des micro-produits qu'on va faire fortune, ça c'est sûr et certain. Mais les microproduits, c'est un premier palier, parce que une personne qui aura acheté déjà une fois chez vous, elle aura moins de difficultés à racheter, surtout si elle est satisfaite par ce que vous lui avez donné dans ce microproduit. Donc je pense que c'est une très très bonne technique pour commencer et pour proposer un premier produit à son audience que de passer par le microproduit, parce que ça permet finalement à vos prospects de devenir des clients. Troisième astuce, être régulier dans vos contenus. Vous allez me dire quel est le rapport. Mais il y en a un, je vous assure. Plus vous allez publier régulièrement ce contenu de qualité, ce contenu gratuit de qualité, donc d'offrir beaucoup en gratuit, plus vous publiez et plus vous avez finalement de raisons qu'on vous suive en fait. Donc si jamais vous faites un article par jour, un article par semaine, etc., forcément vous donnerez beaucoup plus de raisons à vos prospects de consulter votre contenu et de voir la valeur que vous pouvez apporter. Alors je tiens à rassurer bon nombre d'entre vous ici, c'est pas forcément obligatoire de faire du contenu quotidien. Un contenu par semaine, ça peut largement suffire. Mais la régularité, je pense qu'elle a quand même son importance dans la mesure où il faut être certain que vos prospects ne vous oublient pas. Si vous publiez toutes les semaines, les gens ne vous oublieront pas parce que toutes les semaines, il y aura votre contenu de la semaine qui va sortir. Moi, j'ai tendance à dire, et je le pense, que c'est quand même préférable de publier plus si on veut plus de résultats parce que ça donne plus de raisons de suivre, quoi. Ça donne plus de contenu et plus de valeur finalement, mais c'est pas une obligation, vraiment. Il y a des gens qui publient une fois par semaine et pour qui ça se passe très très bien aussi, donc à vous de choisir la technique qui vous va le mieux, mais de cette manière-là, vous allez pouvoir du coup créer du contenu régulièrement qui va parler à votre audience. Parce que il faut comprendre un truc, c'est que c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter aujourd'hui qui va forcément vous acheter un truc dans les 2 mois. Même des fois, pour certaines personnes, ça peut prendre plusieurs années avant qu'ils osent sauter le pas, parce que c'est pas le moment, parce que le produit les intéresse pas, ou ce genre de choses, ou tout simplement parce qu'ils ont besoin aussi de vous connaître un petit peu mieux. Il y a des gens qui ont ce besoin d'attendre plusieurs années avant de sauter le pas et de passer à l'offre payante, et c'est ok. Mais entre-temps, entre le moment où ils vont sauter le pas, même si ça a lieu dans 5 ans par exemple, il faut qu'ils n'oublient pas votre existence. D'où l'importance d'être régulier dans vos contenus. Conseil numéro 4, celui-ci c'est un conseil clé, pensez à créer une vraie relation de confiance. On n'achète pas un produit chez quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Si vous voyez un mec louche ou vous dites ouais c'est peut-être un peu un escroc celui-là, vous n'avez pas confiance en lui, vous n'allez pas lui acheter des produits. Logique. Le fait de faire du contenu régulier, ça permet déjà de créer cette relation de confiance puisque comme la personne aura déjà vu pas mal de choses que vous avez faites, elle sera beaucoup plus rassurée dans ce sens-là. Mais si vous voulez vraiment créer une relation forte et une relation de confiance, il faut aller un petit peu plus loin dans le fait de publier beaucoup de contenu. C'est-à-dire que il faut être transparent au maximum, le plus possible. Ne pas avoir peur de partager qui vous êtes aussi. Parce que si vous êtes tout le temps là en train de vous enfermer dans un rôle, en train de dire des choses qui ne vous ressemblent pas, de dire ce qu'on attend de vous, ça va pas fonctionner. Votre personnalité, c'est l'un des meilleurs moyens de créer une relation de confiance parce que c'est vous, en fait. Et il y a des gens qui, peut-être ici m'écoutent parce que ils aiment bien comment je m'exprime, ils aiment bien mes blagues pas drôles, et ils aiment bien ce genre de trucs. Et ça a une importance. Si je montrais pas ça, je pense qu'il y aurait beaucoup
beaucoup de personnes qui ne me suivraient pas à l'heure d'aujourd'hui et qui ne seraient pas devenues des clients. Si j'étais toute lisse parfaite en train de vous faire croire que voilà, on est tous les matins levés à 6h avec petit costard cravate, etc., forcément j'aurais pas le même impact et j'aurais pas la même audience non plus. Pour nouer une relation de confiance, ce qui est aussi important de faire, c'est quand même de répondre un maximum, surtout au début. Et les personnes qui vous contactent, mettez un point d'honneur à essayer de toujours leur répondre de manière qualitative. Alors moi, je gère ça différemment parce que c'est vrai que les commentaires sur YouTube, les commentaires sur Instagram, etc., ça fait beaucoup de plateformes différentes en fait sur lesquelles je dois suivre. Moi, je réponds systématiquement à tous les mails, tous ceux que je ne délègue pas, en tout cas, j'y réponds, et même ceux qui sont délégués, en général, j'ai mon regard dessus et il y a mes mots qui sont qui sont retranscrits, je vais y arriver derrière. Donc je m'assure en fait que chaque personne qui m'envoie un email ait quand même une réponse par rapport aux questions qui me sont posées, par rapport aux trucs qu'on me demande, etc. Donc essayez de trouver un moyen, comme ça vous n'êtes pas obligé d'être présent partout. Je pense même que c'est très contre-productif en fait finalement de répondre aux messages partout, et on peut pas être partout et ça nous fait perdre un temps monstre. Donc moi le point d'honneur que j'ai, c'est de répondre à tous les emails qu'on m'envoie. Quand on me pose une question, hein, bien sûr, mais vous pouvez choisir voilà, un format qui vous plaît plus qu'un autre, les MP Instagram, ce genre de trucs, etc. L'idée, c'est de prouver à vos prospects que si on vous pose une question, si on vous contacte, eh ben, on peut compter sur vous, et on peut vous faire confiance, et vous avez des choses à dire, et vous êtes présent, en fait, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas juste une personne comme ça qui est en train de lancer un business et qui fait pas attention à qui que ce soit. Moi, je suis un petit peu plus introvertie, donc je préfère vraiment me concentrer sur un seul canal de communication. Si vous pouvez être présent partout, tant mieux pour vous, mais encore une fois, en termes de productivité, je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'être présent sur tous les réseaux sociaux, de répondre à tous les messages des réseaux sociaux. Moi, si on veut me contacter, c'est par mail et c'est là où je réponds à tout le monde, parce que sinon on s'en sort plus, malheureusement. Et bien entendu, plus ça va et plus votre audience, dans le meilleur des cas, ce que je vous souhaite en tout cas, c'est qu'elle prenne de l'ampleur, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde. Si vous vous retrouvez voilà, avec une grande audience et plein de messages à répondre partout, vous n'allez plus vous en sortir. Donc je vous conseillerais plutôt de privilégier la réponse par email, mais encore une fois, ça dépend de la taille de votre audience, ça dépend de votre support préféré, etc. Ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que créer une relation de confiance, ça se fait par tous ces supports, ça se fait par tous ces médias, ça se fait en montrant qui vous êtes et en montrant qu'on peut compter sur vous avant tout. 5e conseil qui va vous aider justement à construire cette relation de confiance, et pour moi c'est vraiment l'un des piliers de mon business, c'est le fait d'envoyer des emails, d'envoyer une newsletter. Comme je vous le dis souvent, de nos jours on a tous l'application Gmail, etc. installée sur notre portable, et dès qu'on reçoit un email, ça fait comme si on recevait un SMS finalement. Pour moi, envoyer un email, c'est l'équivalent un petit peu plus long, un petit peu plus fourni du fait d'envoyer un SMS. Et il faut garder en tête aussi une chose, c'est que si vous rentrez dans la boîte mail des gens, vous rentrez quelque part dans leur intimité. C'est pas pour rien que l'email, en tout cas, c'est considéré comme une donnée personnelle au regard de la loi RGPD. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit que l'argent est dans la liste, parce que quelqu'un qui reçoit vos emails, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup plus intéressé par ce que vous proposez. C'est quelqu'un qui a montré beaucoup plus d'intérêt qu'un abonné Instagram ou qu'un abonné YouTube. C'est aussi du coup un inscrit qui a beaucoup plus de valeur que ce type de followers, etc. sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui vous suit par mail, c'est quelqu'un qui est intéressé par ce que vous avez à dire, par ce que vous avez à proposer, qui veut recevoir un message, une notification, un SMS, un email à chaque fois que vous avez quelque chose à lui dire. Donc ça, c'est vraiment précieux, et c'est pour ça, encore une fois, que l'argent est dans la liste. Avec le format email, vous avez la possibilité de créer une relation de confiance, de montrer ce que vous avez dans le ventre, d'envoyer un maximum de contenu gratuit et de commencer à vous immiscer un petit peu dans la routine des gens qui vont s'habituer à lire vos emails le samedi ou alors le matin ou le soir, etc. Et ils vont commencer à voir quelle est la valeur en fait que vous pouvez leur apporter. Donc si jamais vous n'avez pas encore d'inscrits à votre mailing list ou que vous en avez peu, n'oubliez pas que Majestic Leaks de toute façon est là pour vous expliquer comment obtenir vos 1000 premiers inscrits à la mailing list avec toutes les astuces que moi-même j'ai utilisées pour développer ma liste. Si ça vous intéresse, encore une fois, c'est dans la barre de description. Et du coup moi je vais passer à l'astuce numéro 6, et l'astuce numéro 6 c'est d'avoir un élément différenciateur fort. Il y a plusieurs manières d'avoir ça, il y a plusieurs manières de se différencier des autres, mais c'est important qu'on puisse voir la différence entre vous et quelqu'un d'autre. Pourquoi on vous choisirait vous plutôt que vos concurrents? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, tout simplement? Donc vous avez plusieurs solutions, comme je le disais. La plus évidente et celle qu'on vous conseillera le plus souvent, c'est de niche down, c'est-à-dire de réduire votre niche, d'avoir une thématique très très spécifique, très très ciblée, d'avoir votre propre expertise autour d'un petit sujet. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution de mon point de vue, et le mieux bien sûr c'est si vous groupez toutes ces solutions entre elles, alors là c'est bingo, c'est d'avoir un branding différent, d'être unique dans votre manière de communiquer, d'être
être unique dans votre manière de vous présenter, visuellement comme textuellement. Encore une fois, comme je le disais un petit peu plus tôt, les gens vont accrocher avant tout à votre personnalité. Donc ça, c'est bien de le mettre en avant dans votre branding et comme j'aime bien le dire aussi, c'est le seul truc qu'on va jamais pouvoir vous voler en fait qui vous êtes. Votre personnalité, elle est ancrée en vous et personne n'est comme vous. C'est ça un petit peu notre point fort avec cette histoire de personnalité. Donc autant construire votre branding autour de qui vous êtes et comme ça va vous différencier d'autant plus. Quelle que soit la solution que vous choisissez, il faut trouver quelque chose qui vous différencie des autres, quelque chose qui fait que on vous choisirait vous pour un cas de figure spécifique plutôt que quelqu'un d'autre. Pour moi par exemple, mon élément différenciateur, l'un de mes éléments différenciateurs, ça va être le fait que je m'auto-surnomme la queen de la productivité parce que je publie beaucoup de contenu et je travaille peu en termes de temps. Donc choisissez un élément comme ça qui vous parle et sur lequel vous avez envie de miser un maximum de votre communication pour prouver aux gens qu'il y a une raison en fait de vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Pour reprendre cette histoire de productivité, de manière générale, quelqu'un qui voudrait publier plus ou qui voudrait réduire ses horaires de travail aurait beaucoup plus logiquement envie de se tourner vers moi plutôt que vers un de mes concurrents qui n'aborde pas spécifiquement ce thème-là. C'est un peu la fameuse logique du médecin généraliste. Si vous avez une grosse plaque sur la peau, vous allez préférer aller voir un dermatologue plutôt que d'aller chez le médecin généraliste. C'est la même chose sur internet et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant d'avoir un sujet niché. Un autre élément différenciateur, et on y pense assez peu souvent, c'est l'empathie. C'est-à-dire que vous allez choisir une cible client bien précise, qui est bien définie dans votre tête, et vous allez lui montrer à quel point vous comprenez sa situation. Vous allez faire preuve d'empathie. Ça peut être vraiment un élément différenciateur surpuissant, parce que vous allez montrer à cette personne que vous le comprenez mieux que n'importe lequel de vos concurrents. D'où l'intérêt et l'importance d'avoir une audience très ciblée quand on veut lancer son business en ligne ou qu'on veut se développer. On passe au 7e conseil et celui-ci c'est le fait de défendre des valeurs importantes pour vous et pour votre audience. C'est-à-dire qu'on a tous des valeurs, par rapport à notre thématique, par rapport à la vie en général. Moi, l'une des valeurs importantes de ma thématique, encore une fois, c'est cette histoire de on n'a pas besoin de se lever à 8 heures pour réussir, on n'a pas besoin de travailler 12 heures par jour pour réussir à lancer son business, on peut parler familièrement, on n'a pas à être tout pro, tout carré, etc. Tout ça, c'est des valeurs que je défends, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi et c'est des valeurs qui parlent à mon audience, qui sont importantes pour mon audience aussi, puisque il y a des gens qui me suivent parce que j'ai cette opinion-là, parce que je défends ces valeurs-là, parce que je suis dans ces idées-là. Donc trouvez quelles sont les valeurs clés qui peuvent vous permettre de renforcer les liens avec votre audience, parce que de cette manière-là, si jamais vous montrez à la personne, encore une fois, que vous êtes dans la même logique que lui, que vous êtes dans le même délire, que vous défendez les mêmes valeurs, etc., forcément elle aura beaucoup moins de difficultés à vous faire confiance et à devenir un client chez vous. C'est très très important aussi de prendre conscience d'une chose, c'est que vous devez rester fidèle à ces valeurs. Ne choisissez pas des valeurs pour faire plaisir. Prenez des valeurs qui vous tiennent à cœur. Là, ce que je vous ai cité, c'est des choses qui me tiennent à cœur à moi, c'est pas des choses que j'ai choisies pour faire plaisir aux gens. Bien au contraire d'ailleurs. Mais le fait justement de rester fidèle à vos valeurs et de prendre des valeurs qui ont une importance pour vous, qui vibrent en vous, dit grossièrement parlant, ça aura toujours un plus grand impact et encore une fois ça va renforcer la confiance parce que vous ferez preuve de transparence et vous mettrez en avant quelles sont vos opinions, quelles sont les valeurs importantes, chères à votre cœur, que vous voulez défendre à tout prix par rapport à votre thématique. 8e conseil, prouvez votre expertise. Donc on peut le prouver sur le contenu gratuit, etc. Et l'idée c'est de montrer en fait à travers ce contenu gratuit que vous maîtrisez bien votre sujet. Il faut pas avoir peur de ramener votre science. Il faut pas avoir peur de dire que vous vous y connaissez. Se faire petit, ça n'aide jamais personne. J'ai très envie de vous citer une citation du livre Les secrets d'un esprit millionnaire, dont je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois de ça, qui dit « Nous déprécier ne sert pas le monde. Ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, pour que les autres ne se sentent pas inquiets. Nous sommes tous conçus pour briller. Cette gloire n'est pas juste dans quelques-uns, elle est en nous tous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. » Donc n'ayez pas peur de dire « Ok, moi je suis calée dans tel domaine, ok, moi je m'y connais là-dedans. » C'est pas une histoire de prétention, c'est juste une histoire de vous êtes face à des gens qui ne vous connaissent pas, qui ou alors ont vu quelques contenus de vous mais ne savent pas ce que vous avez. Ils ont aucune preuve, aucun élément en fait pour savoir que vous y connaissez. Donc n'ayez pas peur de dire moi je m'y connais en SEO, moi je m'y connais en productivité, moi j'arrive à faire ci, moi j'arrive à faire ça. Encore une fois, c'est pas une question de prétention parce que les gens, vos clients plus particulièrement, ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être sûrs que vous savez de quoi vous parlez et vous pouvez la pire erreur serait de ne pas leur prouver. Donc montrez que vous avez des preuves, montrez que vous savez de quoi vous parlez, que ce soit en termes de vocabulaire,
vocabulaire, en termes de connaissances ou même en termes de preuves sociales. Et là du coup c'est une parfaite transition pour ma 9e astuce, c'est de montrer que vous avez déjà des clients qui sont convaincus et des clients qui sont ravis et très contents des offres payantes qu'ils ont souscrit ou pour lesquelles ils ont succombé. Si vous avez déjà des clients, pensez à demander des témoignages, si jamais ces gens-là ne vous le donnent pas spontanément, et osez, encore une fois, mettre ces témoignages en avant. C'est pas un gros mot que de dire mes clients sont contents, au contraire, ça peut rassurer beaucoup de personnes. C'est un peu la logique, vous savez, des avis sur Amazon. Moi je sais que je commande souvent des trucs sur Amazon, et les trucs que je commande sur Amazon, en général je vais toujours regarder les avis clients. Donc si jamais il y a des avis un peu pourris ou que ça n'a pas une bonne note, je vais pas m'y intéresser. Par contre, si tout le monde dit que c'est génial et que ça a une très bonne note, là je vais être beaucoup plus rassurée et ça va me permettre d'acheter chez Amazon plutôt que de prendre chez un de leurs concurrents. C'est un peu la même chose qu'on fait avec les témoignages en ligne, vous voyez, c'est le fait de dire voilà, regardez, il y a des gens qui sont contents et qui sont suffisamment contents pour dire qu'ils sont contents. Alors moi personnellement, je n'aime pas trop demander des témoignages, je l'ai très rarement fait. Et j'ai aussi un petit peu la chance maintenant qu'on m'en envoie très spontanément, mais pour certains d'entre nous, et surtout au début, c'est peut-être pas toujours comme ça. Donc n'hésitez pas à envoyer une petite demande par écrit, un petit mail en disant au fait, si t'as bien aimé, n'hésite pas à m'envoyer ton témoignage, parce que les gens n'y pensent peut-être juste pas. Là, je pense où il y a une limite, c'est quand on force les clients à le faire. Moi, je vois des fois des entrepreneurs qui font ça, ça me met toujours très très mal à l'aise. Bonjour la crédibilité, si vous êtes là en train de dire au client, alors, t'as aimé mon offre, ça t'a plu, et que la personne elle est là, oui, c'était génial. Enfin bref. Donc moi je suis pas trop fan de cette idée de forcer les gens et c'est pour ça que j'aime pas trop le demander, etc. Mais je pense que si on part de zéro et qu'on n'a pas encore de témoignage, c'est très très important au moins d'envoyer une petite demande par mail. Il n'y a pas d'obligation, vous précisez qu'il n'y a aucune obligation, mais que si la formation a plu, voilà, ce serait sympa parce que ça pourrait vous aider, etc. Et souvent, si vos clients sont vraiment contents, si vos clients sont vraiment satisfaits de ce que vous leur avez proposé, ils le feront avec plaisir en fait, parce que encore une fois, ça va activer ce principe de réciprocité dont je vous parlais un petit peu plus haut et ils auront envie de vous rendre d'une manière ou d'une autre ce que vous leur avez apporté à travers vos produits, à travers votre coaching, à travers vos formations, etc. Donc n'hésitez pas à demander, ça ne coûte rien et encore une fois, ça peut vous permettre d'avoir une belle preuve sociale qui va du coup beaucoup plus rassurer vos prospects parce qu'ils vont se dire ok, il y a des gens qui sont déjà convaincus, il y a des gens qui sont déjà contents, alors voilà, si eux ils sont contents, pourquoi moi je serais pas content? Allez, j'ose et j'achète. Last but not least, vous avez l'habitude que je dise ça, le dernier des conseils, c'est de surdélivrer. Là où on va simplement vendre un produit et donner la valeur qui est attendue, l'objectif ça va être de faire encore mieux que ça en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous achète un truc s'attend à une certaine valeur qui correspond au prix que vous avez fixé. Si derrière vous offrez encore plus que ce que la personne elle s'imaginait, plus que prévu finalement et que ça dépasse toutes les espérances de votre client, alors forcément il sera content. Donc là forcément c'est pas une astuce qui concerne le fait de transformer un prospect en client, mais plus du fait de transformer un client one shot, donc un client qui achète une seule fois, en client régulier, en client fidèle qui devient accro à vos contenus. Parce que si vous dépassez ses espérances, si vous achetez un truc, et ça fonctionne aussi pour la logique du microproduit, et qui se dit waouh, pour le prix que j'ai payé, j'ai eu tout ça et en plus j'ai eu ça en plus, etc. Forcément il sera content. Et s'il est content, il aura envie de recommencer. Donc là, je vais boucler la boucle de ce podcast puisque ma conclusion ici, ça va être qu'il ne faut jamais avoir peur de trop donner. Encore moins à des personnes qui vous ont déjà acheté quelque chose. On le dit souvent, c'est beaucoup plus facile de fidéliser un client qu'on a déjà plutôt que de trouver de nouveaux clients. L'idée de trouver sans arrêt de nouveaux clients, c'est pas forcément la solution la plus pérenne parce que l'idée c'est que vous ayez des gens qui soient là de manière plus ou moins constante, qui soient réguliers chez vous, qui soient fidèles et que du coup ils aient confiance en vous et qu'ils apprécient ce que vous avez à proposer. Donc n'ayez jamais peur de trop donner, c'est vraiment très très important. En conclusion de ce podcast, pour avoir des clients réguliers, il faut avoir déjà des clients one shot, donc des clients qui achètent une fois. Et pour avoir des clients one shot, il faut avoir des prospects qualifiés si possible. Ces prospects, ce sont les personnes qui sont inscrites à votre liste email, ce sont des gens qui ont manifesté un intérêt beaucoup plus poussé envers ce que vous pouvez proposer que de simples abonnés, de simples followers, de simples visiteurs. C'est pas pour rien qu'on vous dit sans arrêt que l'argent est dans la liste, c'est parce que 90% de vos futurs clients sont inscrits sur
sur votre liste email. C'est parce que votre liste email, ça correspond à une liste de prospects. Souvent, on dit, ouais, il faut 1000 inscrits pour vivre de son business, etc. Personnellement, je pense qu'on peut s'en sortir avec beaucoup moins que 1000 inscrits. À titre personnel, j'ai souvenir que quand je me suis lancée, j'avais entre 200 et 300 inscrits à ma mailing list, ce qui m'a quand même permis de générer mes premiers revenus. Donc, comme je vous le dis, je pense que c'est possible vraiment de générer du chiffre d'affaires sans pour autant avoir 1000 inscrits, même si 1000 inscrits c'est souvent le seuil à partir duquel on vous dit là t'es tranquille, là t'as pas à t'inquiéter, tu peux vivre pépouze, t'as déjà 1000 personnes qui te suivent et 1000 prospects qui te suivent, c'est assez intéressant pour lancer un premier produit, pour commencer voilà à se développer en termes de business, en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc si jamais vous ne savez pas comment obtenir ces 1000 prospects, ces 1000 inscrits, n'oubliez pas encore une fois que dans la barre de description je vous ai mis le lien de la formation Majestic List où je vous explique justement comment faire pour passer de 0 à 1000 inscrits à votre mailing list. Moi j'espère ici que ces conseils vous auront aidé. Je serais curieuse de savoir dans les commentaires si vous trouvez ça difficile de convertir vos prospects en clients, si vous trouvez ça délicat, vous avez l'impression de ne pas savoir sur quel pied danser. N'hésitez pas à me dire aussi si certains conseils ici vous ont surpris, si d'autres vous les connaissiez déjà. Je suis super intéressée à l'idée d'avoir votre retour à ce niveau-là. Moi du coup je vais arrêter ce podcast ici, j'espère encore une fois qu'il vous aura plu et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.